Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de ce 2 décembre. Voici les titres. Quelle est votre ville idéale? Une enquête a voulu répondre à cette question. 47% des interrogés plébiscitent les villes de moins de 20 000 habitants. Pour le reste, dans les critères qui arrivent en tête, la variété des commerces, des activités de loisirs et la facilité des déplacements. Les vins de Loire sur iPhone. Interloire a lancé depuis septembre une application. Caves, circuits touristiques, hôtels et événements sont désormais référencés sur ces téléphones. Déjà près de 1000 téléchargements de cette application. Enfin, le Tour FC se déplace demain à Dijon dans le cadre de la 17e journée de Ligue 2. Objectif pour les Tourangeaux, reprendre des points après la défaite contre Le Mans. Tours est-elle votre ville idéale? Cette question, nous nous la posons à l'occasion de la sortie d'une enquête et d'un sondage sur les attentes des Français concernant leur lieu de vie. En tête de ces attentes, la variété des commerces, des activités culturelles et de loisirs ou encore la facilité des déplacements ou le nombre de services publics. Alors, les Tourangeaux sont-ils heureux dans leur ville? Élément de réponse avec Sabrina Meloult. Si le froid n'invite pas vraiment les Tourangeaux sur les terrasses des cafés, la ville de Tours reste une ville dynamique. Grâce à ses restaurants et à ses nombreux commerces, un critère de prédilection chez les Français lorsqu'il s'agit de juger leur ville. Mais alors Tours est-elle vraiment votre ville idéale ? Ça bouge bien, il y a pas mal d'ambiance, enfin, franchement c'est une bonne ville. Pour ma part, Tours n'est pas encore la ville idéale. Je pense qu'il y a beaucoup à faire du point de vue des transports en commun. Je pense qu'il y a également beaucoup à faire pour vivre ensemble dans la ville. Les piétons, les cyclistes. Non, je crois pas, mais je crois pas non plus qu'il existe une ville idéale. Une ville idéale, c'est celle que les habitants construiraient. Et on n'a pas forcément la possibilité de la construire. Construire sa ville ensemble, il semble que les Tourangeaux s'inscrivent plutôt dans un processus dans lequel ils participeraient à l'élaboration de la qualité de vie tourangelle. Toutefois, les commerçants eux sont plutôt ravis. C'est le cas sur la place Pumereau, qui paraît plutôt vide en hiver, mais qui, selon les commerçants, reste un atout majeur quand les beaux jours arrivent. Les villes ne peuvent pas se gargariser d'avoir une vieille ville comme ça, avec une place, avec que des cafés, des bars, des restaurants, d'autres commerces évidemment. Vivre à Tours, c'est aussi l'occasion de profiter des espaces verts, comme ici dans le jardin des Prébendes, où les gens n'attendent pas forcément l'été pour un brin de vert. Selon 95% des Français, c'est un élément essentiel à la beauté d'une ville. Et pour Tours, c'est plus de 360 hectares d'espaces verts urbains. On a également misé sur les jardins de quartier, comme je vous disais, c'est vraiment les jardins de quartier, ce qu'on trouve au cœur d'un quartier, et ce sont de véritables lieux de vie aussi, parce qu'on a soit une aire de jeu qui permet aux familles de se retrouver, ou alors de pouvoir s'asseoir sur un banc sous un arbre à l'ombre, protégé du soleil. Une sérénité auquel les Tourangeaux restent attachés, même si leurs avis restent mitigés. Il semble que si la ville de Tours n'est pas leur ville idéale, elle reste tant bien même un coin où il fait bon vivre. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher placés en vigilance orange pour ce soir et cette nuit. Des chutes de neige sont attendues. Elles seront faibles en Indre-et-Loire en tout cas, mais la vigilance reste de mise et les routes pourraient être glissantes. Météo France attend entre 2 et 3 cm de neige, voire un peu plus localement. La préfecture a donc interdit tout transport scolaire et transport d'enfants en général pour la journée de demain, vendredi. La SNCF, de son côté, prévoit des retards de 10 à 30 minutes en raison de la vitesse limitée des trains à 160 km/h. C'est parti pour les achats de Noël. En ce mois de décembre, les magasins vont faire le plein. Mais si la situation semble meilleure pour les commerçants par rapport à l'an passé, ce début de mois reste cependant timide. Félix Ségère. C'est un comble, ce sont maintenant les magasins qui font des cadeaux. Les promotions ornent les vitrines de Tours, inhabituelles en période de fête, mais nécessaires pour inciter des clients un peu frileux pour le moment. Je n'ai pas trop réfléchi, mais ça va être des cadeaux pas très chers. C'est le temps et puis le choix des enfants déjà, qui n'ont pas encore choisi tous leurs cadeaux. Mais il reste les valeurs sûres comme le sapin. Les conifères représentent un produit d'appel important pour les fleuristes. Les ventes de fin d'année sont des ventes importantes. Au niveau, il y a les sapins qui font marché de commerce, mais c'est surtout nous au niveau de la fleur, de la plante, pour les décos de Noël et les familles s'offrent des fleurs pour décorer les maisons. Ce fleuriste fait 2 fois plus de chiffre d'affaires en décembre comparé au mois précédent.
Alors, comme tous les commerçants, il espère que les gens vont enfin se lancer. C'est vrai qu'actuellement, les gens sont un peu dans l'expectative. Ils essaient toujours de se dire, voyons voir, on va attendre, on essaie de faire des économies, même si c'est dit, moi je n'ai pas connu un seul mois de décembre qui ne se fasse pas. Au niveau du marché de Noël, la magie opère un peu mieux pour le moment et certains voient déjà la différence par rapport à l'an dernier. On a fait une bonne rentrée pour 2010 avec un petit peu plus de passages pour le début du marché. Les gens semblent un petit peu plus intéressés par les chalets et puis anticipent, je crois, un petit peu plus leurs cadeaux de Noël par rapport à l'année dernière. Comme d'habitude, les derniers week-ends de décembre vont être très chargés et la bousculade sera au rendez-vous dans les magasins. Le forcené de Savonnières a été présenté au parquet de Tours hier en fin d'après-midi et placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une obligation de soins. Lundi, après avoir violenté sa concubine, l'homme s'était retranché dans son domicile de Savonnières en faisant croire qu'il était armé. Il était en état d'ivresse. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel au début du mois de janvier. Une dizaine d'enseignants et de responsables syndicaux s'est rassemblée devant le lycée Descartes à Tours à l'occasion de la venue du recteur d'académie dans l'établissement. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, a lancé un débat national sur les rythmes scolaires, les syndicats dénoncent la politique de réduction des postes. Ils souhaitent que cette question de la carte scolaire soit abordée en même temps que ce débat national. Ils dénoncent également la situation de l'Indre-et-Loire, classé 92e département français lorsque l'on compare le nombre d'élèves au nombre de professeurs. On écoute Paul Agard, secrétaire départemental SNIUPP, au micro de Julien Gauthier. Le département actuellement est vraiment sinistré en ce qu'on appelle le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'enseignants par rapport au nombre d'élèves, puisqu'on se trouve classé en 92e position par rapport à l'ensemble des départements, juste avant les départements de banlieue parisienne. Ce qui montre bien que depuis 10 ans, on a accumulé un tel retard en termes d'ouverture de classes que la situation est maintenant dramatique, avec des classes en maternelle qui dépassent 30 de moyenne, des classes en élémentaire qui sont à 28-29 avec des cours doubles et cours triples. Pour revenir à une situation à peu près dans la moyenne nationale, il faudrait ouvrir immédiatement 120 classes dans le département et on sait que malheureusement ce qui est prévu pour la rentrée 2011 c'est à nouveau des suppressions, des fermetures de classes. Donc c'est inacceptable et ce sont les élèves, notamment les élèves qui sont les plus en difficulté, qui vont à nouveau payer la facture. Inter-Loire se met à l'heure de la modernité. Depuis septembre, les vins de Loire sont désormais accessibles sur iPhone. L'interprofession a mis en place une application. C'est la première organisation viticole à le faire. Ainsi, caves, circuits touristiques, hôtels et événements sont consultables directement sur téléphone et le dispositif devrait encore évoluer. Nicolas Belmont. Là, on a la liste en fait de toutes les caves touristiques. Donc vous voyez, on se promène. Par exemple, le château de Nitray. Vous avez l'information sur ses horaires d'ouverture, sur ce qu'il vous présente. La technologie au service du secteur viticole. Depuis septembre, les vins de Loire ont leur application iPhone. Désormais, plus besoin de chercher. Bonnes adresses, calendrier des fêtes viticoles et vidéos pour les novices sont disponibles en quelques mouvements de doigts. Une innovation d'abord destinée aux touristes et qui s'adapte à une nouvelle façon de consommer. Aujourd'hui, les touristes, les œnotouristes, cherchent des informations pour des courts séjours au dernier moment. Donc là, que je prépare en amont mon voyage ou que je sois sur place, j'ai la possibilité d'avoir l'information à tout moment. Site internet flambant neuf, borne tactile à la Maison des Vins de Loire et maintenant l'application iPhone. Pour Inter-Loire, l'objectif est clairement affiché, séduire un nouveau public. Les moins de 35 ans, ça représente 17% du marché de la consommation du vin en France. Donc c'est insuffisant pour, je dirais, compenser la perte des consommateurs entre guillemets plus âgés. Donc on a besoin de recruter des jeunes. Et recruter des jeunes, ça veut dire, ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi d'utiliser un langage qui est le leur. Téléchargée à près de 900 reprises, l'application semble aujourd'hui prête à convaincre un public plus large que prévu. En hébergement ? Il y a la carte, on peut aller chercher sur les cartes. Vous voyez, j'ai cherché Saumur, j'ai trouvé tout de suite presque. Non, ça a l'air d'être assez convivial. Je pense que pour les amateurs de vin, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. C'est pas trop mon cas. Non, si à mon avis, moi je cotise, hein, oui, pas de problème, j'adhère. Reste que tout le monde n'est pas forcément équipé d'un iPhone. Alors que les amateurs du vin de Loire se rassurent, l'application sera bientôt déclinée aux autres types de smartphones.
En sport, un déplacement pour le Tour FC demain dans le cadre de la 17e journée de Ligue 2. Les footballeurs tourangeaux se rendent en terre dijonnaise. 8 points séparent les deux équipes. Tour étant toujours leader du championnat, mais une victoire est nécessaire si les tourangeaux veulent le rester. Romain Delvin. Séance de rattrapage et situation inédite pour le TFC qui se déplace à Dijon après 2 défaites consécutives. L'heure n'est pas à l'alarmisme car malgré la surprenante défaite à Cognac, le TFC a livré une bonne copie contre le Mans FC. Mais lundi, il est tombé contre meilleur que lui. Il faut savoir rebondir, on n'a pas perdu nos qualités comme ça, donc c'est une occasion, il faut le voir comme une occasion justement de repartir. Voilà, on sait que cette équipe de Dijon est bien actuellement, il faut s'en méfier, mais je pense qu'on a quand même les possibilités d'aller chercher des points là-bas. Le TFC se déplace une nouvelle fois en leader de la Ligue 2 avec 29 points contre 21 pour les Dijonnais. Des Tourangeaux qui se doivent d'assumer leur statut et ne pas répéter des erreurs qui peuvent coûter cher. Sur le plan défensif, c'est le marquage. On a pris quelques buts sur récupérité sur une absence sur les marquages. Donc il faut qu'on fasse attention. Et pour nous, offensivement, il faut qu'on essaye d'être plus efficace sur les coups de pénalité. Sur le plan offensif, justement, Abraham Guégué manquera à l'attaque tourangelle pour une blessure à la cheville. Il sera remplacé dans les 16 par Yannick Yenga. Et si le meilleur buteur de la Ligue 2 ne pourra défendre son titre, le deuxième meilleur buteur sera bien là, Sébastien Ribas et ses 8 buts inscrits depuis le début de saison. C'est un joueur qui nous a souvent créé des soucis, a marqué des buts contre nous. Donc on le sait, on le connaît, on sait que c'est un bon joueur qu'il faut absolument surveiller. Ce sera la tâche de tout le monde bien sûr, mais avant tout de nos défenseurs centraux qui devront être attentifs et efficaces sur lui. Mais ça ne représente pas la seule difficulté parce qu'il y a à côté de lui des joueurs comme Caceres, comme Botea, comme Andane qui sont aussi de bons attaquants. Donc je vous dis, tout le monde est concerné. Les Tourangeaux sont donc prévenus car Dijon reste sur 3 victoires consécutives en comptant la Coupe de France et casser les séries n'est jamais le plus aisé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Sophie Oconi est notre invitée. Elle est la nouvelle présidente du nouveau centre d'Indre-et-Loire. A tout de suite.